Alex Biggerstaff, bonjour. Bonjour Alain Mattei. Oh, qu'est-ce qu'il parle fort et bien devant le micro, dis donc. Il vient déjà de faire sauter les niveaux. Alex Biggerstaff, bonjour. Vous êtes journaliste pour SFR Sport, vous bossez sur la Pro A, mais aussi la NCAA. Oui, on se connaît un peu, on se l'est dit avant cette émission. Ça va être dur de se vous voyer à l'antenne, mais j'aime bien le côté désuet, comme ça, de ce vouvoiement. Donc, Alex, un 48 un peu différent des premiers, puisqu'on va parler un peu d'actu et aussi de votre parcours. Donc, on pouvait pas vous recevoir sans parler du tournoi final NCAA. On y viendra un petit peu en fin d'émission. D'abord, Alex, est-ce que vous pouvez me donner 3 bonnes raisons de suivre la NCAA ? Facile. Il n'y a pas un seul championnat au monde où il y a autant de spectacles et de suspense, premièrement. Deuxièmement, on est quand même toujours ravis de voir les futurs grands joueurs NBA ou les petites histoires des tout petits joueurs inconnus, des facs inconnus. Et troisièmement, parce que c'est plutôt bien traité, je trouve. Oh, il se lance des fleurs tout de suite. Bon, c'est vrai, c'est bien traité. On rappelle donc sur SFR Sport avec le tournoi final. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça va être à des dates fluctuantes, mais un match par jour pendant 3 semaines, grosso modo. C'est ça, c'est un véritable marathon. La NCAA, donc, vous n'y êtes pas arrivé par hasard puisque vous êtes franco-américain. Je sais que vous avez une affection particulière pour UCLA. Ça vient d'où exactement ? Alors là, j'ai même préparé une petite musique parce que c'est le moment où vous allez pouvoir un petit peu raconter votre vie. Alors, ça dépend du ton que vous voulez donner, mais j'ai ça. Alors voilà, là, c'est le moment où vous pouvez dire... Faut que je pleure, hein, c'est voilà. ça ? C'était une nuit d'hiver, il faisait froid dans les années 80. Il y a fort longtemps, je suis né à Los Angeles, donc forcément... J'ai tout de suite adopté le basket dans mon cœur. Les premières images de basket que j'avais, c'était par contre les finales NBA. Je me suis mis à la NCAA un petit peu plus tard. C'est en grandissant et en comprenant que tous ces grands joueurs de la NBA, eh bien, avaient des parcours avant. Et de ce fait, comme j'habitais à Los Angeles et que j'ai grandi à Los Angeles, j'ai grandi plus proche de Westwood, le quartier où siègent les Bruins de UCLA, et donc j'ai une haine incroyable pour USC, même s'il ne faut jamais le montrer à l'antenne, bien entendu, il faut rester professionnel. Et donc oui, effectivement, j'ai une grande passion pour UCLA. Il y a eu ce titre en 95. Moi, je me suis mis surtout à la NCAA à partir de 98-99. Vous êtes resté jusqu'à quel âge à Los Angeles ? Je suis resté d'abord jusqu'à mes 5 ans, et en fait, je n'ai fait que des allers-retours derrière entre mes 6 et 13 ans. Donc mais toujours France-États-Unis. France-États-Unis sans arrêt, puisque ma mère bossait un petit peu dans le cinéma et mon père aussi avait quelques business, et donc j'ai encore de la famille là-bas, donc c'était assez facile pour y retourner. Ça explique le stage chez Fox Sports que j'ai vu sur votre page LinkedIn. Par exemple. Oui, je fais des recherches avant quand même. Par exemple. J'ai pas recommandé les compétences, mais les cœurs y étaient. Mais qu'est-ce que vous attendez ? C'est vrai. Et alors ce stage chez Fox Sports d'ailleurs, ça s'est passé comment ? Ça a duré combien de temps déjà ? Ça a duré près de 4 mois en fait, à l'été 2010, où j'ai pu accomplir l'un de mes rêves, c'est-à-dire bosser vraiment sur le campus de UCLA du coup. Donc j'ai pu découvrir de l'intérieur vraiment, parce que moi j'en avais que des images d'être allé à la salle de basket pour voir des matchs et rien d'autre. Mais là j'ai côtoyé des athlètes, que ce soit football américain ou basket, et voilà, quand on est dans sa ville de cœur, là où on est né, et qu'on bosse dans le domaine où on a toujours voulu bosser, et qu'on bosse en plus près de l'équipe de son cœur, forcément on demande rien de plus, et cette expérience-là était vraiment assez incroyable. C'était un vrai parcours du combattant pour accrocher le stage, parce que faire confiance même si je suis américain, à un Européen pour venir 4 mois, c'est pas évident, surtout à la Fox, hein, c'est pas non plus ESPN. Il y avait des préjugés, ils disaient que vous étiez soft, que vous aviez que du foot. Moi, j'avais des clichés sur les personnes de la Fox, parce qu'on sait bien, aux États-Unis, c'est quand même estampillé, républicain, etc. Des choses que je ne partage pas trop. Et donc moi j'avais des a priori, mais au final des gens exceptionnels, et puis une qualité de boulot absolument dingue. J'ai emmagasiné tout ce que j'ai pu comme expérience. C'était fabuleux. C'est quoi les différences du coup dans une télé américaine ? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs avec une télé française actuellement ? Il y en a trop, je crois. Il y en a trop. On passerait tout le podcast à le décrire, mais le professionnalisme, les moyens forcément sont ahurissants.
les moyens mis à disposition, même ne serait-ce que pour les stagiaires, le niveau d'exigence demandé, l'aide apportée, la manière dont on vous met en confiance. Vous êtes vraiment incorporé dans le projet de la boîte. Moi, juste pour exemple, quand je suis arrivé là-bas, ils ont des promos qui circulent à peu près par saison en fait. Moi, j'étais dans la promo de l'été. On était 4 et chaque promo en fait, en dehors du boulot quotidien, qui est de classer les fichiers vidéo, etc. On devait à la fin de notre stage ensemble avoir produit carrément un documentaire, un reportage un petit peu tout seul. Alors, on avait forcément des journalistes qui nous aidaient, mais à la fin du stage, il fallait rendre carrément ce qu'on appelle dans le milieu un 26 minutes. D'accord. Quand vous avez 19-20 ans et que vous êtes en stage, vous n'êtes pas forcément prêt à ce genre de choses et voilà comment vous apprenez super vite en fait. Il n'y a pas meilleure méthode, je trouve. Et alors, ça vous a pas donné envie de rester sur place? Totalement. Alors, du coup, vous c'est êtes raté, revenu hein. en France, oui. C'est quelque chose forcément que j'ai toujours dans un coin de ma tête. J'ai la double nationalité, j'ai la chance d'avoir ça. J'ai la chance d'avoir certains contacts là-bas et d'un autre côté, j'ai démarré assez jeune en fait professionnellement en France, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir arriver assez vite là où j'en suis aujourd'hui. Donc pour moi, il y avait un projet, c'était pas une raison de couper tout ce que j'étais en train de faire en France. Donc ça restait dans un coin de ma tête. Je n'ai toujours pas abandonné l'idée d'y retourner un jour, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je suis plutôt bien là où je suis. Bon, en tout cas, donc la double nationalité en aparté, ça veut dire que vous avez le droit à un douanier qui est gentil, vous, quand vous arrivez aux États-Unis. C'est ça. Il est souriant, lui. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'arrive aux États-Unis, on me dit de retour à la maison, bienvenue. Voilà, c'est ça. On ne dit pas qu'est-ce que vous venez faire là, quand est-ce que vous repartez, Non. est-ce que vous avez des amis ici. C'est très bizarre que vous voyagez seul. Voilà. Vous avez de la chance. Petit retour en arrière. Vos débuts de carrière journalistique en France, elles sont liées à un homme qu'on connaît à peu près tous, en tout cas tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est Georges Eddy. Oui. Parce qu'il y a une petite anecdote, alors moi que j'ai découvert en bossant à la fois avec Georges et à la fois avec vous, c'était un jour où vous étiez invité du Hoopcast. Il y a une anecdote quand même assez dingue, est-ce qu'on peut la raconter sur votre rencontre avec Georges Eddy? Oui, bien sûr. Je dois ma carrière, ma jeune carrière de journaliste à Georges Eddy et à mon papa. Voilà, ça s'est fait comme ça. Tous les deux étant fans de Georges Eddy et des matchs commentés sur Canal+. À l'époque, mon père regardait avec moi Eddy Halftime, etc. Et moi, mon père, il en avait un petit peu marre au bout d'un moment de m'entendre commenter mes matchs de jeux vidéo dans ma chambre à hurler. Il s'est dit un jour, si j'écrivais une lettre à Georges Eddy. Parce que visiblement, mon gamin, au bout d'un moment, il est décidé, il va vouloir travailler là-dedans, mais il faut toujours une accroche, faut quelque chose, un petit coup du destin. Et donc, il a écrit une lettre à Georges Eddy. En lui disant que son fils adorait le regarder, voudrait faire ce métier de commentateur, etc. Et puis il me l'a pas dit. Il l'a envoyé la lettre, il me l'a pas dit. Et j'étais encore au lycée. Et et un jour en pleine classe, je vois un appel en absence avec un message laissé. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ce numéro. Et puis j'arrive au réfectoire et j'écoute le message. Et là, j'ai la voix de Georges Eddy dans mon téléphone portable à 17-18 ans qui me dit « Salut Alex, j'ai bien reçu la lettre de ton père. C'est avec grand plaisir que tu peux venir à Canal pendant 2-3 jours, regarder comment je bosse et tout. » Voilà, donc je suis resté choqué pendant toute la journée. Mon père est venu me récupérer à l'école le soir même, et puis je crois que je l'ai insulté de joie en fait en rentrant à la voiture. Et le truc c'est que mon père était même pas au courant que Georges avait répondu parce que lui il l'avait lancé, voilà, il avait tenté un truc, il savait pas si ça allait marcher ou pas. Et au final il était aussi surpris, aussi heureux que moi. Et donc on est allé à Paris derrière. Georges nous a accueillis, j'ai rencontré Xavier Vaution, Lionel Buton, enfin toute l'équipe, voilà. À l'époque et Georges m'a ouvert cette porte puisque derrière j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage par la suite à Canal Et le stage c'était quelques années après en fait hein. Le stage c'était à peine un an après. D'accord, un an après. Ouais.
Donc il y a eu, oui. Parce que j'étais dans ma dernière année au lycée quand Georges a reçu la lettre et que j'ai intégré l'école de journalisme à Toulouse derrière. Et donc premier stage, forcément, j'ai demandé à Georges s'il y avait une possibilité d'aller à Canal. Donc il y a eu un suivi en plus. Voilà, ça n'a pas été le one shot, la visite. Une fois qu'on merci, accroche, Georges a dit, il vaut mieux avoir un suivi derrière. Hein. Mais c'est vrai, non mais c'est une histoire assez incroyable. D'ailleurs, on s'excuse peut-être auprès de Georges pour les 400 lettres qu'il va recevoir dans les 2 semaines à venir, du coup à cause de cette émission. Ouais. Mais c'est une histoire quand même assez incroyable. Sachant que ce qui est dingue, c'est que quand je suis arrivé le premier jour en stage à Canal, j'ai vu la pile de lettres qu'il avait sur son bureau et je vous dis, c'est une montagne. Ouais. Et juste de se dire, il a ouvert celle-là, c'est quand même dingue. Mais Georges m'a dit que le nom Biggerstaff l'avait interpellé parce que forcément, voilà, c'est un nom connu en NBA et il pensait faire un rapprochement assez marrant. Comme quoi le destin, c'est comme ça. Et donc derrière, ça donne le stage à Canal, Lina en stage aussi, j'ai lu LinkedIn. Aussi. Fox Sport et puis ma chaîne Sport. Alors là, vous en êtes pas revenu depuis, ça commence par un stage en 2011 et depuis vous êtes jamais parti, la chaîne est même devenue SFR Sport 2 au passage. Quel souvenir vous gardez de ces tout débuts là à ma chaîne Sport et de ce que c'est devenu, parce que c'est un parcours qui est super long et dans le journalisme, on n'est pas tous nombreux à garder un boulot dans la même boîte pendant 7 ans. Vous voulez dire que je suis vieux, hein, c'est ça? Non. Je vois votre regard vicieux. Je dis juste que vous avez de la stabilité. J'ai la chance d'avoir la stabilité, exactement. Et je ne garde que des bons souvenirs de cette période à ma chaîne Sport. J'ai eu la chance d'être dans ma dernière année d'école de journalisme au moment où ma chaîne Sport, donc en décembre 2011, achète les droits de la NBA à surprise générale parce que personne ne connaissait la chaîne. Moi, je savais juste qu'il y avait des matchs de Ligue 2 dessus et même je me moquais. Faut dire ce qui est, je me moquais de cette chaîne-là avec mes camarades d'école. Et donc ils achètent la NBA et donc je me dis j'ai un dernier stage à faire. Je vais porter ma candidature. Donc j'ai appelé, j'ai demandé à quelle personne il fallait envoyer son CV, etc. Sachant que oui, j'avais forcément Fox Sports, Canal+ derrière sur le CV. Je m'étais dit j'ai peut-être une chance quand même d'y aller. Et encore plus, j'ai eu la chance en fait de retrouver une personne qui a beaucoup compté pour moi aussi à Canal+ sur mes premiers stages, c'est Émilien Girard, qui était lui en place, donc qui avait été recruté pour la NBA et qui, quand il a vu mon nom parmi les candidats en stage, a dit au rédacteur en chef Jean-Yves Dermain, faut le prendre. Et donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Bah, pour la petite anecdote, je me rappelle, on s'est rencontrés. Vous étiez chef d'édition sur Tribune NBA. Ouais. Vous glissiez du Dropkick Murphys dans les sujets sur les Boston Celtics. Et ça m'a beaucoup plu. Et à partir de là, on a accroché. C'est pour ça, encore une fois, qu'on le dit, on se vous voit à l'antenne, mais en effet, on se connaît un petit peu et on se tutoie pas mal. Montage, tournage, commentaires, vous avez tout fait sur ma chaîne Sport. Oui. Et heureusement. Il y a eu des périodes très très pénibles effectivement. Vaut mieux être couteau suisse, vaut mieux être polyvalent dans ce milieu-là. Et c'est vrai que j'ai démarré donc en étant chef d'édition. J'ai beaucoup appris aux côtés d'Émilien Girard justement. Et donc ce rôle plutôt en régie, voilà, derrière, à préparer les sujets, à savoir construire un conducteur. Encore une fois, j'étais dans des conditions aussi particulières parce que ma chaîne Sport, c'est pas SFR Sport comme aujourd'hui, c'est pas beIN Sport, c'est pas Canal. C'était entre guillemets familial, si vous voulez, pour un gamin, parce que j'avais que 20 ans quand j'ai signé mon CDI. J'avais le droit à l'erreur, j'étais soutenu, mais d'un autre côté, c'était vraiment voilà, du développement personnel, quoi. Je testais jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais tester. Et la preuve, j'ai pu glisser du dropkick Murphys en plein sujet. Donc, c'est vrai. La preuve que ça a marché. La liberté était totale. Il y a beaucoup de changements, on l'a dit, dans les médias. C'est quand même assez rare de rester sur cette durée-là, même si je force le trait. Il y a quand même des gens qui le font. Hein. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être un peu un vétéran ou alors la création d'SFR Sport 2, ça a créé quelque chose de complètement nouveau et on repart quasiment sur des nouvelles bases? Des fois, j'y pense. Effectivement, ça me traverse la tête parce que
j'ai même pas 30 ans, hein, encore. J'ai 27 ans à l'heure actuelle. Je sais que ça se voit pas sur ma tête, mais j'ai que 27 ans. Mais je ne juge pas pour nos auditeurs. Je le dis. je me juge moi-même. Je le dis. Mais... Alex a l'air très jeune. Il porte un blouson de cuir de jeune avec un t-shirt chiné. Oh là là, il est fâché. Non. Non, voilà. Je n'ai que 27 ans. J'ai démarré à 20 ans en CDI et il y avait voilà des nombreux mois de stage même en amont par rapport à ça. Donc, de temps en temps, je me dis, sans vouloir forcément paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même une certaine expérience maintenant aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, parce que ça s'arrête jamais. Je suis loin d'être au niveau des personnes qui ont 20 ans dans le métier, même 10 ans, même si, voilà, dans très peu de temps, je vais arriver sur mes 10 ans de métier, mine de rien, et ouais, j'ai la chance de pouvoir me dire je suis encore assez jeune, et d'un autre côté, ça fait quand même un paquet d'années, quoi. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que 27 ans, ça reste jeune, quand même. Mais j'avais même pas réalisé que vous étiez si jeune. Comme quoi, je pensais être un peu moins vieux finalement, mais je suis beaucoup plus vieux. Comme on a travaillé ensemble à une époque quand même, je me disais, oh, on a à peu près le même âge, et bah non. Ouais, non, mais j'avais 20 ans, 21 ans quand on s'est rencontrés. Ouais, j'étais vieux. Allez, la NCAA, donc toujours dans ce créneau-là, c'est arrivé il y a 4-5 ans, du coup, sur ma chaîne sport, c'est devenu encore une fois SFR. Là, du coup, par contre, c'était votre bébé depuis le début. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur avec vous, c'était quand même votre truc. Vous avez pu le pousser et le nurser quasiment dès les débuts, non? Le 26 juillet 2013. Ah oui, il y a la date. C'est le coup de fil que j'ai reçu du rédacteur en chef de l'époque, Jean-Yves Dermain, pour me dire, c'est bon, tu l'as. Donc, on sent que ça sentait la demande personnelle quand même. C'était pas une demande personnelle, mais disons que il y a eu un concours de circonstances. Il faut savoir que moi j'ai démarré sur la NBA à ma chaîne sport, donc, et derrière on l'a perdu puisque beIN Sport est arrivé par la suite, et pendant un an j'ai dû être reclassé sur un autre sport. J'ai fait un an de volley, du championnat de France de volley, où j'étais également chef d'édition, et au bout d'un an le basket me manquait terriblement. Alors forcément, quand on bosse dans ce milieu, on peut pas toujours s'attacher. Il faut savoir justement s'adapter. Mais ça manquait terriblement. Et qu'est-ce qui restait comme droit derrière la NBA? Le championnat de France était à Canal, la NBA c'était sur beIN. Qu'est-ce qui restait? Il restait le basket universitaire. Et c'est vrai que, au bout de nombreuses conversations avec mon père, qui est autant passionné que moi, il me dit mais propose à la chaîne, on sait jamais, voilà. Et donc je crois que vers avril 2013, je croise le président de ma chaîne sport, Nicolas Rodkov, dans les couloirs, et je lui dis ce serait intéressant, non, basket universitaire, c'est spectaculaire, voilà, c'est super bien filmé, c'est bien produit, etc. Et il me dit ah oui, tu fais bien d'en parler, puisque ESPN America, la chaîne qui diffusait à l'époque, c'est vrai, va s'arrêter. Donc pour moi c'était un choc, j'étais en train de me dire non, c'est pas possible, m'enlevez pas ça. Et il me dit on va essayer de se positionner dessus. Et donc voilà, avril, au mois de juillet, on m'indique que c'est signé pour 3 ans. Oui, je me souviens de la date aussi, parce qu'on s'était eu au téléphone à ce moment-là. On peut révéler des coulisses. C'est vrai que vous parliez de l'influence de Georges Eddy. J'ai du mal, je suis pas loin du tutoiement. De l'influence de Georges Eddy, mais je dois reconnaître que quand même vous avez une sacrée influence pour moi aussi, parce que après avoir eu les droits, je me rappelle que vous m'aviez appelé et vous m'aviez dit il va y avoir une journée où on les présente, tu devrais venir te montrer un petit peu, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fini par travailler ensemble, et je vous en remercie encore. On avait commenté plein de matchs, on avait parlé de plein de mascottes, on s'était quand même bien marré pendant cette période. On avait quand même parlé de l'Amiral Akbar à l'antenne, on parlait des Dropkick Murphys. C'était n'importe quoi. On avait montré des photos de l'Amiral Akbar à l'antenne, on avait présenté des mascottes. Ça crée des liens, ça. C'est vrai. Je pense que la fatigue et le 2h du matin créent beaucoup de liens. Je pense qu'on va recevoir peut-être d'autres journalistes au fil de la vie de cette émission. On leur parlera à ceux qui commentent à 2h, mais à mon avis, ça crée souvent des liens avec les binômes. Et je pense que ça peut être les deux d'ailleurs. Hein. Ça peut être des liens amour ou haine. À 2h du mat, on est quand même sur les... Et comme c'est un petit milieu, on connaît souvent les gens qui font partie de ces binômes. Bon, sur ce parcours, on l'a dit, vous avez fait du montage, du reportage, etc. C'est quoi les objectifs maintenant, les envies, un petit peu sans nommer de poste que vous voulez prendre, hein, bien sûr. Et non, là, après, il me dit je veux le poste de un tel.
Non, je ne suis pas comme ça. Non, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie, quoi? Non, après, voilà, garder cette polyvalence, c'est important pour survivre dans ce métier-là. Mes patrons me le répètent assez encore aujourd'hui. Après, moi, je me suis spécialisé dans le commentaire et j'ai la chance de commenter un nombre incalculable de matchs par saison, peut-être trop même pour les téléspectateurs. Mais voilà, je suis spécialisé dedans. Après, à SFR Sport actuellement, on le sait peut-être moins, mais je bosse en coulisses derrière pour l'émission Buzzer, à faire des sujets, à essayer de trouver des idées de sujets, des angles d'attaque, voilà. Donc c'est assez large en fait au final aujourd'hui. Donc moi c'est quelque chose qui me convient. Ce que j'adore effectivement, c'est de pouvoir commenter les matchs. Ça c'est clair et net. J'aime beaucoup pouvoir partir en reportage et pouvoir en apprendre sur des gens, sur des sacrées histoires, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce côté un petit peu Mac dans Buzzer. Maintenant, quand on commente plein de matchs par semaine, c'est difficile de pouvoir faire ces déplacements, hein, forcément en reportage. Donc voilà. Aujourd'hui, là où j'en suis, pour répondre finalement à la question, Alain, c'est que au final, j'en sais pas trop où j'en suis. Tant que vous appréciez, à la limite. S'il y a pas de questions qui se posent. Je vis au jour le jour. On va faire un petit détour parquet. J'en étais sûr que vous l'aviez. Ah bah, je la fais à tout le monde. C'est une des traditions de cette émission. Nous allons parler 5 majeurs. C'est la musique d'entrée du 5 majeur, un petit break avec le 5 majeur. Alors d'habitude, je demande un 5 majeur NBA, bah voilà, ma langue a fourché. Là, je vais vous demander un 5 majeur NCAA all-time. C'est compliqué quand même, hein, parce que le nombre de joueurs qui sont passés par là. J'ai bien compris qu'il vaudrait mieux que je demande aux invités de la préparer, celle-là. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Il était prêt, Fred Weiss, quand il l'avait fait? Non, ni Fred Weiss ni Marie Patrux, à chaque fois je les ai pris par surprise. D'accord. Bon, il y avait Steph Curry au moins. Oui. Dans le dernier, oui. Si je me souviens bien. Oui. Alors ça sera pas dans l'ordre. Hein. Non. On va démarrer au poste 3, ce sera Josh Hart de Villanova, donc c'est dernière saison et qui joue aux Lakers aujourd'hui. C'est lui qui met le tir de la gagne ou pas? Non, c'est Chris Jenkins qui ça. met le tir de la gagne. Mais Josh Hart a été vraiment l'un des joueurs majeurs de Villanova et juste moi c'est son style de jeu, la personnalité du joueur que j'ai adoré. Donc Josh Hart dans ce 5 là, allez, on va démarrer plutôt à la main. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'ai adoré Russell Westbrook à UCLA, donc. Ça compte. Russell Westbrook, donc, ça me dérange parce que c'était Drew Holiday, mon joueur préféré all-time à UCLA. Mais Russell Westbrook, donc. À l'arrière, avec lui. J'espère qu'il y a assez de temps, hein, pour cette chronique-là. Oui, bon. C'est l'avantage du podcast, on ne compte pas. Avec lui à l'arrière, qu'est-ce que je pourrais dire? Sur ces dernières années, Grayson Allen, il faut dire que j'ai eu un petit coup de cœur pour lui, même si c'est tout récent puisqu'il joue encore, mais on parle vraiment de 5 all-time ce qui vous plaît en NCAA. De préférence. Ouais, bah voilà. Alors Drew Holiday, Grayson Allen, Josh Hart. Donc il nous manque les deux intérieurs. Il manque les deux intérieurs. Forcément, j'aurais bien aimé dire Fred Weiss, mais il a refusé d'y aller, donc voilà. Il a refusé d'aller où? Il a eu des propositions. Il reste très discret par rapport à ça. D'accord. Florida, par exemple, l'avait approché. D'accord. Florida l'avait approché, donc. Niveau Cocorico, on va mettre Joachim forcément au pivot, hein, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Et en poste 4, j'ai tellement de noms en tête que au final. Plutôt récent ou plutôt ancien? Christian Laettner. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je non. Les premiers. Maintenant, vous m'avez lancé sur les noms que je voulais pas mettre.
C'est dur. J'aimais bien la Marcus Aldridge quand il était à Texas. Allez, J'aimais bien la Marcus Aldridge. Donc on va en terminer avec cette séquence horrifique. donc Noah Aldridge, non pas Westbrook, du coup Drew Holiday, Ouais, Josh Drew Hart. Holiday. Et le quatrième c'était Noah Aldridge, Hart, Holiday et à l'arrière c'est Grayson Allen. Grayson Allen, ça marche. Un petit top 3, allez rapidement, les grands moments de la March Madness qui vous ont marqué. Numéro 1, la finale, le shoot de Chris Jenkins il y a 2 ans. Il y a 2 ans parce que en étant sur place, j'ai jamais autant vibré. En 2, le dernier titre de UCLA parce que il date sévèrement, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et en 3, c'est très compliqué de choisir des moments particuliers parce qu'il y en a tellement pour vendre encore le produit. Je dirais que c'est Selection Sunday en fait chaque année. D'accord. Le rush de savoir qui va être dans le tableau. Et ça depuis toujours, depuis gamin, mais depuis plusieurs années maintenant et au fur et à mesure que j'ai compris comment ce système là marchait, c'est vrai que ça m'en dégoûte de plus en plus en fait. Alors, vous avez fait référence à Houston, c'était 2015 ou 2016 2016, hein, le shoot de Villanova. Le shoot, c'est en 2016. Donc, vous le disiez, vous êtes sur place. Ouais. Victoire folle de Villanova. Moi, j'étais en plateau à l'époque pour assurer la transition. Je me souviens qu'en effet, il y avait de l'émotion dans votre voix. Je dis n'importe quoi à l'antenne, mais n'importe quoi. C'était, il faut avouer que on avait un peu souri en plateau à Paris. On sentait que vous étiez très excité. Mais je ne trichais pas par contre parce que mais j'étais en délire total. Non mais vraiment. oui, on transportait. On souriait parce qu'on sentait que c'était un beau moment et que vous étiez vraiment dans le truc et on prenait du plaisir à voir ça et à entendre ça. Donc victoire folle de Villanova, comment c'est un Final Four justement sur place. On rappelle que c'est dans un stade de football américain en plus, donc c'est gigantesque. Ouais. Il était en config Foot US total, donc il y avait 80 000 personnes ou... Il y avait de souvenirs 77 000. D'accord. Pour la finale, c'est le NRJ Stadium des Texans. Déjà, la chance quand on va couvrir ce genre d'événement là-bas, c'est que nous, on bossait étroitement avec ESPN, donc qui est la source de la diffusion de nos matchs. Et donc, quand vous avez un cas régie entier américain qui garde quand même un gros espace pour juste la diffusion française, vous arrivez dans des conditions complètement dingues. Et tout le week-end, c'était bien en fait. Houston 2016, c'était incroyable parce que le scénario est complètement dingue en finale, mais tout ce qui se passait autour, on avait l'expérience d'y être allé l'année précédente à Indianapolis lorsque Duke est champion. On avait bossé avec Ian Magney sur place. Là, c'était dommage parce que on devait commenter la rencontre avec Ronny Turiaf et qui malheureusement à peine quelques jours avant le Final Four a dû se désister. Mais on y est quand même allé avec Johan Ra et voilà, on a su profiter de l'événement à fond tout en restant sérieux dans le boulot et on avait un cadreur de génie sur place que je tiens à saluer, Georges Kluskar, qui nous a permis de faire des images magnifiques. On a pu faire un petit movie derrière et Johan est allé accrocher tout le monde en interview. Enfin, c'était vraiment, c'est la plus grande et plus belle expérience que je garde de ma carrière pour le moment. Et alors justement, il y a une photo avec Grayson Allen que vous avez mis sur Twitter. Est-ce qu'il vous a fait un croche-pied dans le vestiaire? Heureusement non, parce que c'était un ange lorsqu'il était freshman. Mais alors justement, comment ils le vivent? Vous disiez c'est un événement énorme pour les journalistes. C'est déjà un événement énorme en tant que journaliste. Alors, on est quasiment à Disneyland, hein, on va pas se le cacher quand on couvre des événements comme ça. En tout cas les premières fois, parce qu'on voit aussi les confrères américains qu'on voit à la télé d'habitude, etc. Il y a ce côté-là. Mais pour ces joueurs-là qui ont 18, 19, 20 piges, comment ils le vivent eux? C'était un peu ça l'idée. C'était de se mettre dans la peau de ces gamins en fait. Quand on les voit à la télévision, il y a une part de vérité, puis il y a une grosse part d'inconnu aussi. Hein. On est quand même très loin. Lorsqu'on les côtoie sur place sur les événements comme ça, moi ce que je dirais, le plus frappant, c'est que on comprend vraiment qu'on parle à des ados presque.
dans leur réaction, dans leur regard, dans leur sourire, tout ce que ça évoque pour eux dans l'être arrivé là. Moi, Grayson Allen, voilà, je me souviens l'interview qu'on fait la veille de la finale. Il est timide comme pas possible. Tous les journalistes dans le vestiaire s'étaient jetés sur Jalil Okafor, sur Tyus Jones, sur Justice Winslow. Nous, on a dit bon bah, on va aller chercher Grayson Allen parce que il y a de la place. Et il jouait que 9 minutes en moyenne par match sur la saison, et ça commençait à monter un petit peu en régime sur la March Madness. Et donc à Grayson Allen, tout sourire d'avoir des journalistes qui viennent vers lui. On parle de l'événement, etc. Et arrive ce moment où je le chambre un petit peu. Je me permets de le faire parce que voilà, encore une fois, ce sont des jeunes gens. Je le chambre un petit peu en disant demain, tu vas peut-être te retrouver avec ta première bague au doigt. Et il me dit effectivement, il me répond mais vraiment sagement, hein, il me dit effectivement c'est une possibilité. C'est une possibilité, et par rapport au discours habituel où non on pense pas à ça, d'abord il y a le match. Il me dit c'est une possibilité. Et quand je vois le match qu'il fait derrière en finale le lendemain, je me dis c'est complètement dingue. Mais le truc c'est que je lui dis t'auras peut-être une bague demain. On en rigole et je lui dis t'es pas capable d'en avoir deux à la fin de ton cursus. Donc là, il est en route pour la deuxième, peut-être. S'il veut tenir son pari, il a intérêt. Est-ce que du coup, vous lui avez laissé votre numéro de téléphone pour si le pari est rempli ou un truc comme ça? Comment ça se passe? Peut-être. Peut-être? Peut-être. Non, il y a vraiment un contact? Peut-être. Oh, c'est intéressant ça. On attend la suite sur Twitter en tout cas. Une petite question d'ordre plus général sur la NCAA, mais j'en profite d'avoir un expert. Qu'est-ce qui se passe actuellement en NCAA? J'entends enquête, j'entends FBI, j'entends prostituée, argent, etc. Qu'est-ce qui se passe en NCAA actuellement? Et la lumière fut. Voilà, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce sombre et que vous allumez la lumière, vous apercevez que voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce, alors, vous ouvrez les yeux. En gros, ce qui se passe actuellement en NCAA, c'est tout ce que l'on sait depuis des années, qui maintenant est avéré. C'est devenu transparent. Donc argent, argent, prostituée, etc. C'est pour essayer d'attirer les joueurs dans les facs, c'est ça? Voilà, on est arrivé au point de non-retour où tout ce qui était caché, mais tout le monde le savait, pouvait continuer délibérément, est arrivé à un point où maintenant il va falloir prendre un vrai virage, un vrai virage pour ce championnat-là. Trop de corruption, trop d'hypocrisie, trop de personnes qui s'en mettent plein les fouilles et qui ne cherchent pas à aller dans le sens du championnat même et des athlètes étudiants. Ça serait très long encore une fois de résumer, mais c'est un système qui est pourri jusqu'à la moelle malheureusement, alors que le cœur de ce système et de ce championnat-là, c'est je trouve ce qu'il y a de plus beau. Je vous sens plus touché quand on parle des soucis de l'NCAA. Non, mais clairement, parce que je voulais vous dire, moi je suis heureux. Je sais que ça fait du mal, ça cause du tort, mais je suis heureux de ce qui s'est passé dernièrement. Fallait crever l'abcès, quoi. Ouais, parce que ça ne peut plus durer. Et encore, on est encore une fois, on est qu'au tout début. Ça va prendre des années avant du changement. Pour ceux qui ne connaissent pas la NCAA, les athlètes étudiants ne sont pas rémunérés, n'ont pas le droit même d'avoir un boulot à côté, tout en faisant leurs études. Alors certes, on leur donne leur bourse et voilà, mais c'est un scandale. Moi, c'est ce que je répète parce que je comprends tout à fait que des personnes disent ça devrait rester dans le côté amateur, ne pas avoir de salaire pour ces garçons-là. Moi, aujourd'hui, je suis dans une idée où je le répète encore une fois à droite et à gauche. Pour moi, des garçons de quel âge, quel que soit l'âge, en fait, à partir du moment où ils sont dans les mêmes conditions que des professionnels, moi, ça me met hors de moi de savoir qu'on considère qu'on n'a pas à les payer. Pour moi, c'est du boulot qu'ils font. C'est du boulot parce qu'ils participent aux bénéfices de ce championnat-là. On rappelle des milliards chaque année. Et c'est de l'esclavagisme de temps moderne. Honnêtement, faut pas avoir peur de le dire. On se sert totalement d'eux pour en faire des bénéfices. Mais tout ça sous la coupe,
sous bon serment de non, il faut rester propre sur le côté amateur. Ce sont des étudiants, on ne paye pas des étudiants, etc. Mais non, ce sont des étudiants, mais ce sont des étudiants qui bossent. Alors, je me permets de faire le contrepoint ou le contre-argument du coup, mais est-ce que ce qu'on va pas entendre en réponse, c'est leur salaire, c'est la scolarité qu'ils auraient pas eu sinon? Totalement. Non, mais ça, c'est un des arguments très recevables. Maintenant, moi, ce que je ne reçois pas là-dessus, c'est que Après, je connais pas suffisamment le système US. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils peuvent aussi étudier dans des conditions normales et dire, bon, bah voilà, au moins j'aurai mon diplôme et je pars avec, ou alors est-ce que le basket, de toute façon, prend tout le temps et que ça perturbe, quoi qu'il arrive, leur scolarité, et dans ce cas-là, l'argument est plus dur à recevoir. c'est pas le cas pour tous. Faut pas généraliser, mais la plupart des gamins qui arrivent en université, pour eux, c'est d'abord la NBA, hein, le premier point qu'ils voient. C'est une étape pour y aller. C'est une étape pour se sortir de la mouise, sortir des familles de la mouise. Je peux parler d'endettement, mais il y a des personnes malades aussi. Hein, ça arrive à tout le monde. Les frais là-bas pour se soigner sont très très chers, trop chers. Et donc, quand vous avez 17 ans et que vous portez cette responsabilité sur vos épaules, que vous ayez une bourse ou non, vous avez quand même un sacré pactole d'argent à donner à votre famille, quoi. Encore une fois, ce n'est pas, faut pas faire une généralisation, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des garçons qui sont issus de milieux très aisés qui arrivent dans le championnat universitaire, mais faut pas avoir l'image non plus de chaque gamin qui roule en Porsche Cayenne sur les campus, c'est faux. Moi, l'exemple le plus marquant, ce que je disais l'autre jour sur SFR Sport, c'est Shabazz Napier, le joueur NBA. Je vais ressortir encore une fois cet argument, mais champion NCAA avec UConn en 2014, et qui révèle au lendemain du titre que il y a des soirs, il devait jouer, on lui demandait un niveau d'exigence complètement dingue, de tout donner pendant 40 minutes sur un parquet, alors qu'il a mangé quoi, 3 gâteaux qu'il avait volés. Il avait une bourse, hein, Shabazz Napier. Oui, non, il était obligé de voler. C'est assez, en effet, c'est assez extrême. Après, pour finir sur ce sujet-là, hein, mais en restant très très simple, encore une fois, je suis peut-être même simpliste. Est-ce que ce qui serait pas aussi simple, ce serait de les autoriser à vendre des autographes ou avoir des contrats sponsoring ou etc. Du coup, la fac ne les paye pas, mais ils peuvent capitaliser comme ils veulent à côté, puisque on a quand même entendu parler, alors, même dans le football américain, de sanctions pour des joueurs qui ont autographié un maillot et puis qui l'ont vendu, quoi. Il y a des règles déjà différentes par rapport au basket et au baseball ou au hockey même sur glace en NCAA. Moi, je conçois tout à fait l'idée du sponsoring. C'est un petit peu comme le système pour les athlètes olympiques en fait. Et d'ailleurs, le président de la NCAA, Mark Emmert, a enfin dit qu'il était prêt à accepter ce système-là possiblement dans le futur. Moi, je ne vois pas en quoi ça réglera les problèmes actuels, en fait. Toute cette corruption dont on parle. Si vous commencez à rajouter des contrats de sponsoring, vous allez ouvrir... La porte était entrouverte, vous allez ouvrir un hangar entier, en fait, à des agents véreux, à des boîtes secrètes comme ISM, là, qui a été épinglé avec Andy Miller. Je ne vois pas en quoi ça réglera. Oui, il continuera de se mettre plein d'argent dans les poches, la NCAA continuera de se mettre plein d'argent dans les poches, mais c'est pour ça que je suis assez catégorique sur le fait que ce sont des travailleurs avec des droits d'image, ils participent aux bienfaits de la grande boîte qu'est la NCAA, ils doivent avoir un salaire. En tout cas, c'est 857 millions de dollars de droits télé payés par CBS et Turner en 2018 à la NCAA. Ouais, c'est sympa. On rappelle. C'est que sur le basket, hein, par contre, le 857, si je dis pas de bêtises. Oui, après, il y a énormément sur le football. Sur plusieurs années, on est à 5 milliards. Ouais. Après, encore une fois. Vous allez me dire qu'on peut pas répartir un peu 5 milliards quand même? Ok, il y a 350 facs, mais... On doit pouvoir trouver un système au bout d'un moment. On va pas faire tout le débat, mais voilà, je voulais avoir votre avis quand même là-dessus. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger, Alex. Là, je vois un regard interrogateur. Pourquoi est-ce qu'il me passe le générique de X-Files? Parce que c'est l'instant 4e dimension, Alex. C'est l'instant où je vous demande qu'est-ce que vous auriez fait aujourd'hui si vous n'étiez pas journaliste? C'est une très très bonne question. Et ça me fait peur d'y répondre parce que je ne sais absolument pas. Il y a rien du tout. Pour vous dire, quand j'étais gamin, j'étais
j'étais fan de dinosaures. J'aurais bien voulu faire archéologue. Mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait des grosses limites pour moi dans ce domaine-là. Et que je n'y arriverais pas. Je sais pas, un feeling comme ça. Bon. La science, la bio, les maths, la physique n'ont jamais été les matières dans lesquelles j'ai vraiment performé, on va dire. J'étais plus un rêveur un peu. Voilà. Donc, mais archéologue, ça me plaisait bien à l'époque. Et puis, j'ai voulu faire commentateur sportif à partir de mes 9-10 ans. Ouais. Donc une petite carrière d'archéologue. Alors on va rester là-dessus. Il n'y a pas de fac avec des noms de dinosaures? Ça manque ça un peu. Ça manque. Il n'y a que les petits Raptors, forcément NBA. Les Raptors, mais en fac... ça manque de mascottes. On pourrait remplacer. Il y a trop de Wildcats, je crois. Il y a beaucoup de Wildcats, de Bulldogs. Il y a beaucoup d'animaux de compagnie. C'est vrai, les dinosaures, c'est pas. Ou même l'amiral Akbar en mascotte. Oui, c'est génial. Mais j'ai un trou d'ailleurs sur quelle fac c'était qui avait fait le référendum comme ça. Je crois que c'était une fac qui voulait remplacer un. Je me demande si c'était pas Ole Miss qui voulait remplacer une mascotte qui avait une connotation avec la guerre de sécession, quelque chose comme ça. Et il y avait eu un référendum ou un truc dans l'école. La plupart des facs de la Southeastern, de toute façon, ont une connotation, malheureusement. C'est ça. Il y a ça, et puis il y a ceux avec les logos indiens, etc. aussi, un peu border. Florida State qui a eu, depuis des années, c'est un gros souci, effectivement. Voilà, on leur donne l'idée, remplacer tout ça par des dinosaures. Pourquoi pas, on va fournir des idées. Comme promis, on va faire un petit peu d'actu, Alex, parce qu'il faut qu'on parle quand même du tournoi qui commence dans les heures à venir. Et là, j'ai une question très simple, très journalistique, très efficace, parce que j'ai de l'argent à parier. Qui va gagner? Aucune pression, je prépare mon carnet de chèques. Vous avez mal choisi votre endroit pour faire vos placements financiers. Alors, je me suis imprimé, je vous le montre, allez. C'est beau. Je me suis imprimé un petit bracket. Donc, qui va gagner? Je vois des têtes de série numéro 1, Villanova, Kansas, Xavier et Virginia. Et on m'a beaucoup dit que Virginia était le grand favori. Oui, et vous parlez d'actu. L'actu, c'est que Virginia vient de perdre un élément majeur de son équipe. DeAndre Hunter, le freshman hyper polyvalent qui peut shooter, qui a été très très bon dans le tournoi de la ACC où Virginia a battu North Carolina en finale. DeAndre Hunter s'est fracturé la main ou le poignet, donc out et indisponible pour toute la March Madness. Certes, ce n'est qu'un seul joueur et il ne fait pas toute l'équipe, mais dans une défense, la meilleure défense depuis des années en NCAA, vous enlevez un élément. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un manque de repères? Est-ce que ça va bouger un petit peu les choses? C'est pour ça que Virginia, faire attention. Donc je me permets de demander la question qui fâche. À qui cette perte majeure donne un coup de pouce? Dans le tableau de Virginia, Arizona, pour moi, ça serait méchant de ma part de dire que ce sont des sleepers, entre guillemets, parce que c'est quand même une grosse fac et surtout, eux sont au centre de cette affaire de scandale, de corruption, etc. Le coach et donc l'un des deux futurs premiers choix de la draft, DeAndre Ayton. Pour moi, ils jouent avec cette sensation d'être seuls contre tous. Ils ont vraiment pris ça à cœur, toute cette histoire. Aux États-Unis, on dit jouer avec chip on your shoulder. C'est exactement ça pour Arizona. Donc, dans cette partie de tableau où il y a Virginia, les Wildcats, encore une fois, d'Arizona, pour moi, sont bien partis parce que DeAndre Ayton est une machine et que ça va servir. Villanova, ça continue de rester très solide au fil des années. Villanova, c'est spécial parce que sur ces 3 dernières saisons, si vous avez bien suivi Alain, j'ai souvent annoncé Villanova champion. Et la seule année où j'ai pas annoncé champion, c'est quand ils ont fini champion. J'ai re-regardé ce qu'on avait fait l'an dernier sur le Hoopcast, justement la preview. Vous m'avez tué. Vous étiez sur Villanova à fond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? North Carolina est tenant du titre. Ils sont pas très souvent cités parmi les vainqueurs, par contre. Alors c'est mon collègue consultant Johan Ra qui est à fond sur les Tar Heels. Effectivement, ils sont dans une partie de tableau où c'est négociable. Pourquoi pas North Carolina, pourquoi pas? Faut jamais sous-estimer leur force de frappe. C'est l'une des équipes les plus régulières, mine de rien, avec Villanova ces dernières saisons. Ceci dit, je les vois pas faire un back-to-back. Du côté des... Alors non, une question perso. Michigan, ça donne quoi?
Parce que moi, j'ai pas suivi. Les Wolverines? Ouais. Les Wolverines, ça donne bien. Pour moi, ça peut être une de ces fameuses équipes qui se glissent dans le Final Four. J'ai peut-être une chance de faire genre que je les ai suivis toute l'année et que. Il y a une vraie et chance. que je les ai soutenus jusqu'au bout. Les joueurs à suivre, DeAndre Ayton, Michael Porter, Marvin Bagley. J'ai regardé un petit peu les mock drafts et il y a beaucoup de grands cette année. Hein. Ouais. Mais ça fait du bien, ça change un petit peu. Hein. On a marre de voir des arrières là surdribbler à chaque fois, aller en NBA et se casser les dents derrière. Alors DeAndre Ayton, c'est le nouveau Joel Embiid. C'est assez compliqué de comparer comme ça. DeAndre Ayton, c'est le physique de David Robinson à l'époque, si vous voulez, avec les qualités de finisseur effectivement d'un Joel Embiid. Je dis ça parce que je l'ai vu prendre un tir à 3 points dans un mix. Ouais. Alors. C'est pas recommandé pour l'instant, hein, DeAndre Ayton, même s'il travaille, c'est au niveau de surtout. C'était en début de saison, c'était au niveau de ses placements en défense qui laissait vraiment poser question. Ensuite, ça a été son envie. Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'il s'y plaît vraiment sur un parquet? La réponse semble être oui. Donc, DeAndre Ayton va, pour moi et pour d'ailleurs de nombreux scouts NBA avec qui je peux converser, va changer le visage de sa franchise. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ça. On a dit pas journaliste. Je reviens un peu en arrière. Vous avez dit archéologue, mais vous auriez pu faire scout aussi. Et qui dit que j'aimerais pas le faire plus tard? En plus. Donc, je peux pas me porter la poisse. Michael Porter, on en parle beaucoup aussi avant la draft. À quoi ressemble Michael Porter et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui au plus haut niveau? Il ressemble à un joueur qui peut changer une partie de tableau entière dans cette March Madness. D'accord. Il est revenu au jeu, il a été blessé donc au dos toute la saison. C'est l'un des scoreurs les plus fluides, franchement, du championnat universitaire. C'est un scoreur né. Il va, je sais pas combien de temps en fait il va mettre à prendre le rythme parce que là il multiplie les entraînements, mais franchement s'il arrive à prendre justement un certain rythme à la March Madness, Missouri qui est tête de série numéro 8 je crois, peut faire des dégâts, peut faire beaucoup de dégâts. Tout ça c'est des joueurs qui vont avoir un impact immédiat en NBA. Ayton, Porter, Bagley. C'est vraiment compliqué à dire par rapport à la franchise qui les draftera. Ayton, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il part bien pour Phoenix. D'accord. Joueurs français aussi dans ce tournoi, il y en a 4. Kylian Tilly à Gonzaga, Yves Pons à Tennessee, Jonathan Wilkins et Sidi Ndir à New Mexico State. Kylian Tilly, le lapsus. Kylian Tilly, il est à 24 points de moyenne et 78% au tir pendant le tournoi WCC. Complètement dingue. Et Gonzaga est quand même aussi une équipe de haut de tableau. Est-ce qu'il a une chance d'aller au bout? Gonzaga a tout à fait une chance d'aller au bout parce que déjà l'année dernière ils avaient une chance aussi. Ils sont allés jusqu'en finale. Certes l'équipe paraît moins talentueuse, mais elle est peut-être encore plus soudée. Au final, Kylian a un rôle hyper important au sein de cette équipe. Il a un petit peu d'expérience maintenant. Il forme un très bon duo avec Jonathan Williams à l'intérieur. Et cette équipe de Gonzaga, qui a été un peu snobée, je trouve, un petit peu snobée par le comité, a de quoi faire peur dans sa partie de tableau. Il va y avoir de plus en plus de Français en NCAA ou pas? Oui, et surtout la saison prochaine, il va y avoir une vraie bombe française en NCAA. C'est Jalen Ward qui va intégrer Wake Forest et il va jouer aux côtés d'Olivier Sarr, un autre Français qui vient de faire sa première saison. Jalen Ward qui fait partie des prospects les plus importants en vue de la NBA et qui va donc rejoindre Wake Forest la saison prochaine. Je sais que ça ne plaît pas du tout en France cette grande évasion là-bas, mais moi tous les joueurs français qui sont allés en NCAA que je connais ont toujours, soit ce sont les meilleures années de leur vie, soit c'était une expérience inoubliable et fabuleuse qui les a aidés. On passe au moment chaud des pronostics. C'est le moment où vous devez me donner, allez, on va dire les 2 finalistes et le vainqueur. Évidemment, c'est gravé dans le marbre. Ouais, bien sûr. J'aimais bien torturer les gens. Hein. J'aime beaucoup. Écoutez, moi, depuis plusieurs semaines, je m'étais fixé Michigan State parce que je trouve qu'ils ont été snobés. Ils sont dans une partie de tableau, alors très difficile parce qu'il y a Kansas et Duke notamment. Ils pourraient jouer Duke dès le Sweet 16. Mais pour moi, ils ont absolument tout ce qu'il faut en boutique, mais alors vraiment tout pour aller jusqu'au bout. Donc Michigan State en finale. Et de l'autre côté,
Ça me plaît pas de le dire parce que je le souhaite pas vraiment, mais peut-être Arizona. Arizona, Michigan State, Ouais. victoire de Michigan State. Et alors la petite belle histoire, qui va aller le plus loin parmi ces équipes? Alors on a quoi? On a Murray State, Marshall, CS Fullerton, New Mexico State, parce que c'est aussi Vous avez ça. révisé là? Il y a Bucknell, non là je regarde le bracket et je prends au hasard. NC Greensboro, Loyola Chicago, Davidson qui était à la fac de Steph Curry. Qui va aller loin? En tout cas, qui va être la surprise un peu de cette March Madness? Il nous faut toujours un Cendrillon quand même. Bah, ma Cendrillon n'a pas été pris par le comité, qui se sont totalement foirés sur ce coup-là. C'est incompréhensible. Middle Tennessee State qui avait fait chuter Michigan State D'accord. il y a 2 ans. En tout Qui cas, était archi favori. ça avait un vrai nom de Cendrillon, hein, Middle Ah Tennessee bah, State. Middle Tennessee State, quand même. Là, il y avait du potentiel surprise. Mais ils y sont pas cette année. Alors peut-être que Michigan State pourra aller jusqu'au bout. Effectivement, non, ils y sont pas. Donc au niveau des petites Cendrillons comme ça, c'est difficile à dire. Par exemple, New Mexico State où jouent nos deux Français là, justement, c'est une équipe hyper athlétique qui est très très forte au rebond. C'est pas mal. Allez, si je devais dire, c'est pas vraiment une Cendrillon, mais c'est quand même pas une fac de premier plan, c'est Nevada pour moi qui pourrait faire la surprise. Nevada, Ouais. ça marche, c'est noté. On va terminer cette émission avec une petite interview dernier. Alors vous testez ça pour terminer l'émission, Alex. Dernier match qui vous reste en mémoire? Bah, celui que j'ai commenté hier, Kansas face à West Virginia. Dernier joueur sur lequel vous avez flashé et qu'il faudra suivre? Devante Graham. Quelle fac? Kansas que j'ai commenté hier, Kansas, j'ai flashé une énième fois sur lui. Allez, dernier film vu au cinéma. Et oui, on change de registre. Ça devait être Three Billboards, Three Billboards. qui était génial. Dernier album. Ouais, je sais, on n'écoute plus d'albums. C'est une question Non, bah datée. ouais, non. Dernier titre Spotify. Pardon, Deezer. On a diffusé J'aimais sur bien Deezer. les Avalanches. C'est un son que je peux écouter tous les matins, quasiment en ce moment. Dernier joueur qui vous a surpris en NBA alors que vous ne le pensiez pas si fort que ça à la fac. Vous êtes allé très vite là. Dernier joueur qui a performé en NBA. Ouais, alors que vous pensiez que c'était une pipe à la fac. Je vais faire mon mea culpa aujourd'hui même sur un garçon que j'ai un peu rossé. C'est Terry Rozier qui avait été 16e choix de la draft. Et j'avais dit, Vous aviez, c'est trop haut. vous avez osé jeter Rosier aux orties. Voilà. Et donc, je suis très heureux pour lui, en tout cas aujourd'hui, qui trouve sa place au sein des Celtics, anciens de Louisville. Et puis, dernier moment de solitude à l'antenne. Quand Fred Weiss est arrivé en retard à la mi-temps d'un match d'Euroleague. Pourquoi pas? C'est plus pour lui que pour vous. Ah non, parce que vous avez fait toute la première mi-temps Bah, tout tout seul. seul, ouais, merci. Ah ouais. Plus compliqué. Mais il avait des circonstances atténuantes. Hein. Et alors, question subsidiaire. C'est un escabeau ou une boîte qu'ils mettent quand vous devez faire les bords terrain avec Fred Weiss? Alors ça change. Des fois c'est une boîte qui sert à ranger effectivement soit des câbles, soit des appareils pour filmer. Soit des fois c'est le truc qui vient sous la main parce qu'on s'est rendu compte trop tard qu'en fait qu'on ne l'avait pas, parce que il faut savoir que pour ce truc-là, et je reçois de nombreuses photos à chaque déplacement en Jeep Elite. J'ai failli fauter. Même si je suis plus trop avec Fred cette saison, je suis plus avec Raphaël Desroses. Donc fort heureusement pour moi, l'écart est plus trop là. Mais ce n'est uniquement dans le but de faciliter le boulot du cadreur. Parce que oui. mettez-vous à sa place pour filmer quelqu'un qui est à, allez, je suis quoi, 1m77, je pense, quelque chose comme ça, et quelqu'un qui est à 2m17. Pour les garder dans le même cadre, c'est juste un enfer. Ah bah clairement, on voit son menton et vos cheveux, quoi, si on met pas de... Et comme j'en ai plus beaucoup maintenant, voilà. Je ne ferai pas de remarques. Eh ouais. Je les perds Du aussi. coup, ça donc, fait un mélange très bizarre. Mais oui, donc c'est vrai, c'est l'image marrante. À chaque fois, on voit beaucoup de photos sur les réseaux sociaux avec votre petit caisson ou votre petit truc sur lequel vous êtes posé à chaque fois. C'est très mignon. Merci beaucoup, Alex. Merci d'avoir été l'invité de ce nouvel épisode de 48. Merci Alain, c'était sympa d'être dans ton podcast. Ah ouais, je sais. Bon, on peut se tutoyer un petit peu à la fin. Du coup, il a même fait saturer le micro tellement il a parlé près. Toujours, je suis désolé, je m'excuse auprès de tous les auditeurs. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee.
Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans ce podcast, ça reste gratuit. On va même remercier ceux qui nous ont aidés sur Tipeee jusque-là. Grégory Labergerie, Julien FDM, Antonin Thibault, Atchoum, Kourou Couples, Martin Bribard, Nicolas Grand, Basket Europe, Florence Worm, Lolstax, et Jonathan. On vous remercie évidemment. Alex, on termine avec la petite tradition. Alors, j'ai oublié de mettre du Dropkick Murphys, du coup, dans la liste. Mais la petite tradition, c'est que c'est l'invité qui choisit la musique de fin. Il n'y en a que 2 pour toi. Et j'ai très, parce qu'on très a dit peur. qu'on finissait en tutoiement. Très peur. Non, mais j'ai fait du thématique. Ouais, toi et le feeling. On a Future avec un titre qui s'appelle March Madness. Donc que je n'ai pas écouté, j'ai juste pris le titre. Dégueulasse. Et sinon, j'ai un petit morceau qui s'appelle One Shining Moment, qui est l'hymne de la fin de la March Madness. Et alors, il faut m'expliquer comment ce truc est devenu l'hymne de la March Madness d'ailleurs. Et il y avait tout un reportage fabuleux, je crois, de CBS là-dessus. Il y a un compositeur qui a été nommé pour faire cette hymne. Alors selon, moi j'avais lu sur internet, c'est un mec qui avait composé ça en regardant la March Madness à la télé ou quelque chose comme ça, et depuis ça a été repris par plusieurs personnes, dont Luther Vandross. Je précise que c'est et alors, si vous voulez c'est la version Luther Vandross là. Waouh. Et alors, si vous voulez une petite info très très joyeuse, apparemment c'est le dernier titre qu'il a enregistré dans sa vie avant de faire une attaque et de mourir. C'est sympa de finir là-dessus. Ça vous met la patate ou pas? En plus que j'allais choisir quand même le titre One Shining Moment parce que j'ai écouté March Madness de Future. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, eh ben alors moi je dis on est obligé de partir sur One Shining Moment, on est d'accord. Merci beaucoup Alex, très bonne March Madness à toi et à toute l'équipe de SFR. Évidemment, on rappelle un match par jour jusqu'à la fin, jusqu'au Final Four et à la grande finale. Qui sera en direct. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Alex, c'est toujours un plaisir. Merci à vous et merci à toi. On vous dit à très bientôt dans 48. Ball is tipped, and there you are. You're running for your life. You're a shooting star. And all the years, no one knows just how hard you worked. But now it shows. In one shining moment, it's all on the line. In one shining moment, they're frozen in time. The time is short and the road is long. In the blinking of an eye, that moment's gone. And when it's done, win or lose, you always did your best. 'Cause inside you knew